En lien avec des stops ou des choses comme ça, parce qu'on ne savait pas où ils étaient extraits. Donc on était là, en train d'attendre, il arrive de Gaulle, et là on a compris comment ça se passe. Il était à l'autre bout, il ne voyait rien, il était à moitié aveugle, de toute façon ça se voyait. Et il entendait que les applaudissements des gens de la maison, donc c'était un peu... Et après ça, on l'a vu passer sur la rue à côté. Il était debout pour saluer les foules. Et là, tu voyais qu'il était complètement maquillé, une fois épais comme ça, que ses yeux ne voyaient rien, et que c'était un pauvre vieillard. Hein. Mais il a perdu le pouvoir après ça, de toute façon. Mais le truc le plus merveilleux, c'était Nicole Desfloques qui a dit aux flics, allez-vous-en, je ne prends pas des gens comme vous chez moi. Madame, non. Alors elle a eu une très belle mort d'ailleurs. À un moment, elle a attrapé ou une cirrhose ou quelque chose de très méchant là, parce qu'elle buvait comme tous les Bretons, un peu plus. Et elle allait très mal, mais elle était toujours très vivante, elle continuait à boire. Et un jour, elle s'est sentie très mal, on a dit il faut vous transporter à l'hôpital tout de suite, ils l'ont mis dans un hélicoptère. Et elle est morte dans l'hélicoptère en regardant là. On sait que c'était une mort assez belle. Hein? Oui, oui. Hein? Et après ça, son fils m'a vendu le truc à Vouziers, donc ça n'existait plus. Je ne sais pas si l'immeuble existe encore, parce que je ne sais pas, elle était depuis très longtemps à Pont-Aven. Elle aimait beaucoup la Bretagne, Christiane Rochefort. Elle était bretonne, hein, non? Non, elle était du Limousin. Elle est souvent en Bretagne. Ben, je ne sais pas, ça c'était ma première fois. Peut-être pas la sienne, je ne me souviens plus, mais on est allé en Bretagne. Et après ça, quand on a perdu la maison de Concarneau, qu'on a perdu, parce que la dame voulait la récupérer, je ne sais plus, enfin c'était... On est allé en Morbihan. Un endroit qui s'appelait Plougoulène, qui était absolument inconnu à l'époque. Il paraît que maintenant c'est un truc super touristique et tout ça. Presqu'île de Ruisse. Hein? La presqu'île de Ruisse, non? Pardon? C'est pas la presqu'île de Ruisse, par là-bas? La Presqu'île de Ruisse, non. Je ne sais pas, je sais qu'il y a Auray, il y a Vannes, c'est entre Vannes et Auray, et puis il y a une île de Vannes. Très fréquentée. Touristique maintenant, hein. Puis il y a un gros climat. Mais c'est vrai que c'était pas aussi sympa que le Finistère. Le Finistère c'est beaucoup plus sympa, les gens, la beauté des paysages et tout ça. Le Morbihan c'était un peu plus... Mais le Thaï s'est acheté des maisons carrément, très belles maisons. Jusqu'au jour où elle a eu son ostéoporose, on lui a dit qu'il fallait un climat plus chaud et de l'eau plus chaude, etc. Donc elle a vendu. Mais elle aimait beaucoup. Et tu nous avais raconté comment elle était venue ici. Je crois que c'est par un copain. Ça, c'était tout à fait par hasard. C'est ça. Ouais, tu pourrais nous dire un petit peu? Oui, c'est le copain Pierre Caminade, qui est mort aussi, qui était un poète dans le Cahier du Sud, si tu vois ce que c'est. Et en plus, j'ai découvert, après, j'ai vu chez Michard une des photos quand il avait 18 ans. Mais il était d'une beauté, alors, extraordinaire. Parce que moi, quand je l'ai connu, c'était un bonhomme sympa, mais très grand. Alors, si on a vu ça. Il était très ami quand elle avait 18-20 ans, juste avant la guerre. Et puis, ils ont gardé le contact après. Donc, quand elle savait qu'il fallait... Comment tu trouves une maison dans le Midi? Tu ne peux pas quand même voyager toute la journée et chercher donc, où tu vas à une agence ou quelque chose comme ça. Je crois qu'elle est allée à une agence aussi. Et elle a écrit à Camina en disant, est-ce que tu se connaîtrais? Et c'est lui qui l'a amenée là. Alors elle a beaucoup hésité parce que la maison ne payait pas de mine. Hein. C'était vraiment pas la belle maison comme on rêve, tu sais. Parce que les maisons en Bretagne étaient sur une chaumière authentique, vraiment très très belle. Et une autre maison qui était pratiquement une cathédrale, tellement elle était belle avec des grosses pierres comme ça. Mais là, c'était pas grand-chose, mais quand même, elle a tout de suite vu
la possibilité parce qu'elle était très douée pour l'architecture et des choses comme ça. Elle avait vraiment un œil qui tout de suite voyait les possibilités. Et effectivement, c'était une maison tout à fait sympathique à la fin. Grâce à M. Caminade. Caminade habitait un appartement avenue Stalingrad ou avenue Staline, je ne sais plus, quelque chose comme ça, à la Seine. Et la maison, il y avait la vue sur le Coudon, tu sais, cette histoire de... Oui, ça c'était un truc qu'elle avait repéré. Comment? Pour la petite fenêtre. Pardon? La petite fenêtre, tu sais. L'histoire de la petite fenêtre des Ibn Soussan. Oui, il y avait un jeune architecte très sympathique qui faisait des changements parce qu'il fallait faire un living et on profitait pour creuser profond et faire aussi un grenier, qui était une très bonne idée, autrement c'était trop petit. Et il y avait les murs noirs qui, comme d'habitude ici, il n'y a jamais de fenêtres ou alors des fenêtres trop petites à cause Mistral. Et c'est là qu'on voyait le Coudon. Il y avait une vraiment très belle vue du Coudon, qui était une montagne magnifique. C'est la première chose qu'elle dit. Regarde la montagne, ça l'a vraiment très attiré. C'est pour ça que ça l'intéressait. Donc on voyait ça de la salle de bain, tu étais dans la baignoire. Mais Christiane n'avait pas baignoire du tout, elle est douche, donc ça comptait pas. Mais la cuisine, par contre, juste au-dessus de l'évier. Alors elle a essayé de discuter avec l'architecte, il dit pas question, enfin on peut pas, vous comprenez que... Je lui ai dit essaye-toi parce que franchement ça m'embête, comment je vais te convaincre? Alors il me dit, cher monsieur, quand même, pensez que... Il me dit, mais vous pouvez faire 2 pas et vous voyez ça par la porte. Je dis, mais c'est pas ça le truc. C'est que quand on lave la vaisselle, on la voit, la montagne, pas quand on peut faire 3 pas. À la fin, il s'est laissé convaincre. Il a fait une fenêtre minuscule, vraiment. On ne pouvait pas ouvrir, tu vois, avec la... On a fait toutes les concessions possibles, imaginables. Donc pas le moindre Mistral. Et des années plus tard, quand il est venu voir Christiane, parce qu'il était devenu ami, etc., il a dit, Rachel, tu avais raison. Il dit, ah bon? À propos de quoi? Elle dit, à propos de la fenêtre. Parce qu'effectivement, il voyait que là, tu voyais la montagne. Donc, bon. C'est ça l'histoire, je crois. Oui, et son histoire avec les chats aussi. Son histoire avec son chat. Son chat. Non, son histoire, elle était très... Elle aimait les chats, non? C'est ça? Elle aimait beaucoup les chats, non, Christiane? Elle aimait beaucoup les chats, Christiane. Il n'y a pas une histoire particulière. Non, il n'y a pas une histoire particulière. Comme Colette. Comme Colette. Elle aimait les chats comme Colette. Je ne sais pas, Colette, mais je sais qu'elle aimait beaucoup les chats. Donc elle avait toujours un chat. Sauf quand le dernier est mort, elle a décidé de ne plus... Donc elle l'a enterré avec une sculpture sous un arbre. Oui. Dans sa biographie, j'ai lu que... Je crois qu'elle elle aimait faire du piano. Pardon? Dans sa biographie, mais je ne sais pas si c'est vrai, hein, parce qu'elle dit qu'elle invente tout. Elle aimait faire du piano et que ses parents lui ont fait faire du violon. Alors, elle a continué à faire du piano que plus tard. Ses parents lui ont offert du violon, j'en doute, parce que ses parents étaient très pauvres. Mais enfin, peut-être qu'il lui a offert un violon. Mais elle aimait beaucoup le piano, elle jouait pas mal. Pour quelqu'un qui n'était pas professionnel, elle jouait même très bien. Donc elle avait toujours un piano où qu'elle aille. Ici aussi, elle avait un piano. C'est Vicky qui l'a hérité du piano. Ah. Je me souviens de Vicky. Il paraît, enfin. Mais il fallait avoir de la place. Mais cette histoire de violon, ça je n'en sais rien. Je ne peux pas témoigner ni pour ni contre parce que... Non, en tout cas, elle aimait la musique. Elle aimait la musique. Ah, bon, énormément, oui. Qu'est-ce qu'elle aimait? Qu'est-ce qu'elle aimait en priorité? La classique, le jazz? La classique surtout, oui. Elle aimait beaucoup Bach, elle aimait Mozart, elle aimait... Qu'est-ce qu'elle aimait encore? Tout ce qui était bon, elle aimait. Elle aimait le jazz aussi, mais ça c'était plus... Le bon jazz, genre classique aussi. Elle avait énormément de disques.
Ah, elle aimait beaucoup Nadia Boulanger et tout ce qu'elle faisait là, ça c'est vraiment... Mais c'était une autre génération, c'est les grands de l'époque avant, elle aimait ça beaucoup. Et puis... Alors moi il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, il y a un livre de Christiane Rochefort qui m'a beaucoup marqué, je crois que c'est Une rose pour Morrison. Oui. Parce que j'ai trouvé qu'il était complètement moderne. Et je disais à Eric que ça serait bien qu'il le lise parce que la manière dont elle dépeint une société d'une manière un peu fantaisiste, peut-être futuriste, mais c'est quand même très proche. Et la révolte je crois que c'est un chêne, hein, c'est un couple ou un chêne qui se révolte au départ. Et toute sa pérégrination là, dans la dictature, je voulais savoir quand est-ce qu'elle a écrit. Est-ce que tu connais les circonstances dans lesquelles elle a écrit ce livre? La date, tu veux dire? Non, les circonstances. Elle a écrit d'un coup, elle a eu envie de l'écrire ou... Une rose pour Morrison, c'était le 3e, je crois, que Grasset n'a pas aimé du tout. Mais... Oui, il y avait un truc, comment elle a écrit, comment elle a commencé à l'écrire. Elle a eu un flash. Elle a eu une phrase, ou 2 ou 3, je ne sais plus. Et elle a commencé, et ben elle n'a pas bougé de son table pendant, je ne sais pas si c'était la journée ou la semaine ou le mois. Mais au moment où ça... Jusqu'au moment où elle s'est arrêtée, elle a continué en réfléchissant. Mais là, c'était carrément un truc comme ça. Parce qu'elle a été très, très touchée et émue et bouleversée par ce qui s'était passé à Prague. Donc, puisqu'à Prague, il y avait un jeune poète qui s'est immolé par le feu. Et ça, c'était un Américain. Morrison, il a existé, Morrison. Oui, c'était un jeune homme qui s'est mis le feu à lui-même. Donc, ça l'a beaucoup touché, cette histoire. Et elle a commencé à l'écrire. Et après, elle a appelé Une rose pour Morrison à cause de ça, et personne ne savait pourquoi elle s'appelait Une rose pour Morrison. C'est comme l'Estance à Sophie, il n'y a aucune Sophie dans l'Estance à Sophie. Et pourquoi elle appelait Estance à Sophie? Parce qu'il paraît qu'il y a une chanson extrêmement obscène qu'on chante dans le truc de médecine, dans les écoles de médecine, qui s'appelle Estance à Sophie. Il faut le savoir. Hein. Mais Christine le savait, c'est le genre de truc qu'elle savait très bien. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai lu Rose pour Morrison, j'ai senti ça, le souffle. Ça devait être un livre qui a été écrit comme ça. Oui, une partie, pas tout. Mais quand même, il y a une grande partie, c'était vraiment le... Oui, super. Ouais. Je voulais demander aussi au niveau des amis. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui avait tout le temps des amis, ou bien elle était en même temps beaucoup d'amis et puis très solitaire. Non, plutôt des amis. Oui. Elle avait des amis dans tous les milieux? Non, pas dans tous les milieux, non. Je sais pas. Parce qu'elle a l'air d'être intéressée par tout, quoi. Non, elle avait des amis dans les milieux littéraires. Elle avait des amis dans le milieu du cinéma, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle faisait l'attachée de presse du Festival de Cannes. Elle a commencé en, je sais pas, 52 ou quelque chose comme ça. Donc elle connaissait énormément de gens français et pas français. Et puis elle connaissait un tas de gens qui étaient des admirateurs. Et elle avait un truc qui avait des avantages et des défauts. Si quelqu'un écrivait, elle était complètement indulgente. Elle pouvait faire les pires saloperies, il écrit. Et parfois, elle ne savait même pas ce qu'il écrivait. Alors c'est plutôt sympa d'une part, mais d'autre part, ça lui a joué de très mauvais tours. Elle était avec des gens, on se disait, mais qu'est-ce qu'elle fout avec ces connards, mais on n'a pas compris. Bon, j'imagine que la plupart des gens, peut-être, elle, c'était carrément, ça s'est divisé selon ceux qui écrivaient et ceux qui n'écrivaient pas.
ceux qui écrivaient, il avait beaucoup de respect pour eux, d'amour. Et parfois, il y avait des lectures terribles au bout de quelques années. Mais ça, je ne veux pas vous raconter, parce que c'est pas pour le public. Une très belle histoire, mais c'est pas pour être racontée. Je ne sais pas si elle aimerait qu'on raconte ça. Mais elle avait énormément d'amis, elle connaissait surtout énormément de gens. Il a été marié à un moment, mais on n'en sait pas plus que ça, alors on n'en parle pas. C'est-à-dire là où je l'ai rencontré dans la rue Cardinet, c'était le vestige de son mariage, parce que c'est là qu'elle a vécu avec son mari avant qu'il divorce complètement et tout ça. Mais elle connaissait vraiment énormément de gens. Alors, on faisait des fêtes chez elle, il y avait, je sais pas, 24 personnes. Et puis partout où on allait, il y avait des gens qui la connaissaient, donc c'était... Elle aimait la fête? Ah, beaucoup, oui. Elle aimait beaucoup la fête. Et elle n'a jamais aimé marcher. Je ne me souviens jamais qu'elle ait fait 2 pas. Alors elle s'est acheté une Alfa Romeo qu'elle a conduite dans un mur tout de suite en sortant du garage. Après ça a été réparé parce que j'ai connu encore cette Alfa Romeo. C'était une vieille Alfa Romeo comme on n'en fait plus. Et une fois on était sur l'autoroute de... Alors là, la Ferté quelque chose, c'était entre Paris et la Bretagne, on allait en voiture. Ferté-Bernard, mais non. À la Ferté-Bernard peut-être. Et tout d'un coup, orage, fin du monde et tout ça, et c'était décapoté. Et moi je me souviens, je portais une petite robe comme ça, avec des bretelles jusque-là, des sandales. Christian était au volant. À un moment, j'avais de l'eau jusqu'ici, à l'intérieur du volant. Et on n'a même pas pu s'arrêter parce que ça flottait tellement et tout qu'on ne voyait pas ce qu'on faisait. On a réussi quand même à échapper puisque je suis toujours là. Et il nous arrivait des trucs comme ça assez souvent. Oui. C'était casse-cou. Oui, voilà. Elle a été casse-cou? Non, c'est-à-dire qu'elle conduisait pas très bien, elle n'était pas très... Non, mais dans sa vie, elle n'était pas... Non. Elle était prête à faire, on lui disait, tiens, viens me voir, et hop, elle partait, ou quand elle était prête à faire des choses à l'improviste, ou il fallait qu'elle soit très organisée? Ça dépend de quelle chose, je sais pas. Elle prenait des risques, des fois. Par exemple, je sais pas moi, quand on lui proposait de collaborer à quelque chose, elle avait des coups de cœur, quoi. Est-ce qu'elle avait des coups de cœur? Ou même pour défendre une cause? Parfois oui, alors ça allait très vite, et parfois pas du tout. C'est pas clair pourquoi c'était très vite et pourquoi pas du tout. Dire moi je vois pas de... Mais c'est vrai, hein, parfois, elle s'entichait d'une personne, elle décidait que cette personne était merveilleuse, et ça pouvait durer 17 ans, jusqu'au jour où elle dit mais pourquoi je me suis entichée de cette personne? Tu peux me le dire?